Les 5 millions de dollars qui ont été retrouvés sur Madame Oumaro Sissoko Embalo confirment qu'Embalo est un grand voleur. Lui et sa famille sont des voleurs. Le Portugal est au cœur d'un grand scandale. L'épouse du satrape Oumaro Sissoko Embalo, ancien chef de l'État de la Guinée-Bissau, qui a organisé, comme vous le savez, un auto-coup d'État récemment pour continuer à imposer ses partenaires au pouvoir après avoir perdu l'élection présidentielle. L'épouse, donc, de Oumaro Sissoko Embalo a été arrêtée en compagnie de certains de ses proches dans un aéroport de la ville de Lisbonne au Portugal, en détention de la somme ni plus ni moins que de plus de 5 millions de dollars. Plus de 5 millions de dollars en cash étaient détenus par Madame Oumaro Sissoko Embalo et sa délégation. On prétend donc que la Guinée-Bissau est pauvre, mais à la tête de la Guinée-Bissau, il y a un individu dont l'épouse détient la somme de 5 millions de dollars. Il n'y a aucun calcul qui permette de déduire la détention de la somme de 5 millions de dollars du paiement des indemnités de l'ancien président de la République de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo. Cet argent ne peut pas se justifier par les salaires qui sont versés à la présidence de la République de Guinée-Bissau. Incontestablement, cet argent a deux sources. Deux sources certaines. Premièrement, c'est l'argent public du peuple bissau-guinéen qui a été volé. Et deuxième source, puisqu'on le sait, de notoriété, le narcotrafic. La Guinée-Bissau est une véritable plaque tournante du commerce de la drogue en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Voilà l'une des raisons qui permettent de comprendre pourquoi cet individu ne veut pas quitter le pouvoir. Embalo ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il a volé l'argent public bissau-guinéen et parce qu'il est trempé dans le narcotrafic. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les dictateurs africains refusent l'alternance. À force de séjourner au pouvoir, ils confondent les caisses de l'État et leurs poches personnelles. Ils volent tellement qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, ils vont finir leur vie, dans le meilleur des cas, derrière les barreaux et dans le pire des cas, sur un poteau d'exécution pour crimes économiques et autres trahisons. Il n'a pas voulu quitter le pouvoir parce que c'est un voleur. C'est un volocrate, c'est un kleptocrate. Il n'a pas voulu quitter le pouvoir parce que c'est un narcotrafiquant. Les Portugais ont mis la main sur les 5 millions. Ils n'auront jamais l'honnêteté de rendre les 5 millions aux orphelins, aux pauvres, aux femmes, aux enfants, aux jeunes. Ils n'auront jamais l'honnêteté de venir investir ces 5 millions dans le service social du peuple bissau-guinéen. Et ça crée une chaîne de vol entre les dictateurs africains et les oligarchies occidentales. La plupart des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent en Occident sont des systèmes de voleurs volés. Les dictateurs africains sont tous des voleurs volés. Ce qui est le summum de la honte. En imposant Hortan Tam à la tête de la Guinée-Bissau, Embalo protège ses fesses. Il protège ses arrières parce que c'est un voleur. C'est un grand voleur. Maintenant, les tribunaux portugais viennent d'en attester. Mais on ne peut pas conclure cette affaire sans évoquer le rôle de la CEDEAO pour protéger ce grand voleur. Quel est le pays qui a offert à ce grand voleur un avion pour une sortie de première classe après avoir organisé son auto-coup d'État à Bissau? C'est le pays qui est maintenant à la tête de la commission de la CEDEAO. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal, c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a permis à Embalo de frauder, de truquer, de truander, de tripatouiller le processus électoral en Guinée-Bissau. Bassirou Diomaye Faye qui couvre aujourd'hui avec la CEDEAO et tous les dictateurs africains complices, ce sont eux qui couvrent le voleur Oumaro Sissoko Embalo. Parce que pour qu'Embalo soit capable de faire sortir des millions de dollars de la Guinée-Bissau, il a fallu que le Sénégal lui donne l'avion dans lequel il les a transportés. C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye est dans la position du receleur avec Embalo. Tous les chefs d'État là, qui ont aidé Embalo à sortir récemment de Guinée-Bissau avec tous les honneurs, alors même qu'il avait trempé dans le déshonneur et la perfidie, tous ces chefs d'État sont des receleurs. Les receleurs, c'est-à-dire des complices des voleurs. Tous ceux qui ont participé à cautionner
la mascarade de Bissau, sont en fait non pas simplement des complices contre le peuple bissau-guinéen. Ils sont des receleurs. La CEDEAO est une association de voleurs d'État. Voilà la vérité, la kleptocratie d'État de la CEDEAO. Imaginez un continent riche de culture, de ressources et de potentialités humaines, mais dont certains dirigeants transforment le pouvoir en une chasse au trésor pour eux-mêmes. C'est exactement ce que dénonce Franklin Nyamsi lorsqu'il revient sur les récentes affaires impliquant l'ancien président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Mbalo. Selon lui, la découverte de plus de 5 millions de dollars en espèces sur l'épouse de Mbalo à Lisbonne n'est pas un simple fait divers, mais le symptôme d'un système où le vol, la corruption et le narcotrafic se confondent avec l'exercice du pouvoir. Dès lors, la question brûlante qui s'impose à nous est, comment un peuple pauvre peut-il voir ses ressources aspirées par ceux-là même qui devraient les protéger? Cette interrogation, lancinante, ne se limite pas à la Guinée-Bissau, elle soulève le voile sur des pratiques que l'Afrique, dans son ensemble, se doit de confronter. Franklin Nyamsi affirme sans détour, les 5 millions de dollars retrouvés confirment qu'Mbalo est un grand voleur. Cette déclaration, incisive et révélatrice, met en lumière une réalité que beaucoup feignent d'ignorer, la confusion tragique entre trésor public et intérêt privé. Mbalo, qui a orchestré un autocoup d'État après avoir perdu l'élection présidentielle, montre à quel point certains dirigeants africains craignent de perdre le pouvoir, non pas pour défendre un projet politique, mais pour protéger des fortunes personnelles. Ainsi, derrière les palais et les cérémonies officielles se dessine une stratégie de préservation de richesses illicites, nourrie par le détournement de fonds publics et le trafic de drogue, une réalité dont la Guinée-Bissau est tristement célèbre. En analysant la situation, Nyamsi ne se limite pas à la simple dénonciation, il dévoile une dynamique globale. D'une part, la provenance de ces 5 millions de dollars ne peut s'expliquer par les revenus légitimes liés à la présidence. D'autre part, l'implication probable dans le narcotrafic illustre un problème structurel, la Guinée-Bissau est devenue un carrefour du commerce de drogue en Afrique de l'Ouest, un point névralgique qui alimente un réseau international de corruption. Chaque acte de corruption ou de détournement révèle ainsi non seulement un vice individuel, mais aussi une faille institutionnelle que les systèmes régionaux et internationaux ont du mal à combler. Et pourtant, Nyamsi insiste, ces faits sont plus qu'un scandale, ils constituent un miroir pour tous les peuples africains, à force de séjourner au pouvoir, les dictateurs confondent les caisses de l'État et leurs postes personnels, dit-il, avec cette voix collective qui interpelle la conscience du continent. La dimension internationale de l'affaire ajoute un éclairage supplémentaire sur la complexité du pouvoir en Afrique. Le rôle du Sénégal, par exemple, est mentionné comme ayant facilité le déplacement de Mbalo avec son entourage. Ici, Franklin Nyamsi introduit une réflexion critique, le soutien ou la complicité de partenaires régionaux et internationaux participe à la consolidation d'un système de protection des voleurs d'État. En d'autres termes, les alliances politiques dépassent la simple géopolitique, elles deviennent des chaînes invisibles qui enferment l'Afrique dans une dépendance morale et économique. Cette réalité incite à se demander, combien d'autres fortunes africaines se déplacent sous le voile de la diplomatie, sans jamais revenir pour servir le bien commun. Ce qui rend cette analyse particulièrement poignante, c'est l'insistance sur les conséquences sociales de ces pratiques. Les millions saisis par les autorités étrangères ne profitent jamais aux populations locales, souligne Nyamsi. Les orphelins, les jeunes, les femmes, les pauvres continuent de subir les effets d'un système où la richesse circule entre les mains de quelques-uns, tandis que les besoins essentiels restent négligés. Cette dimension, souvent occultée par les gros titres et les journaux internationaux, montre que la corruption ne tue pas seulement la morale, elle fragilise les sociétés et compromet l'avenir du continent. L'Afrique, avertit Nyamsi, doit prendre conscience que chaque détournement ou chaque complice renforce l'injustice et retarde sa renaissance. Les propos de Nyamsi révèlent également une vérité plus subtile mais essentielle, la complicité active ou passive des institutions africaines et occidentales. Les tribunaux portugais ont saisi les 5 millions, mais Nyamsi rappelle que la probité des systèmes occidentaux n'est pas garantie, ces mêmes structures permettent parfois à la kleptocratie de prospérer. De plus, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est critiquée pour sa tolérance envers les dirigeants complices, et le Sénégal pour avoir facilité la sortie de Mbalo. Ce constat oblige l'Afrique à réfléchir sur la responsabilité collective, sur le rôle des institutions et sur la nécessité d'un engagement citoyen capable de questionner et de contrôler ceux qui détiennent le pouvoir. La force de cette analyse réside aussi dans la manière dont Nyamsi relie les faits à un questionnement plus large, pourquoi les dictateurs africains refusent-ils l'alternance? La réponse est implacable, parce qu'ils ont confondu richesse publique et patrimoine personnel,
parce qu'ils savent que quitter le pouvoir pourrait signifier la fin de leurs privilèges, voire des poursuites judiciaires. Ici, la voix de Niamsi agit comme un phare pour le spectateur, elle n'accuse pas seulement, elle pousse à la réflexion, elle invite à comprendre le système, pour mieux le combattre. C'est cette capacité à transformer la critique en instrument de vigilance et d'action qui donne à son analyse toute sa valeur. Tout au long de son discours, Niamsi fait émerger une leçon fondamentale, l'Afrique ne peut se reconstruire sans lucidité, sans solidarité et sans responsabilité. Chaque événement de corruption, chaque transaction illégale, chaque silence complice est une occasion manquée de renforcer la justice et l'équité. Ainsi, la découverte des 5 millions à Lisbonne n'est pas simplement un scandale, elle est un avertissement, un appel à la conscience collective. Il s'agit de réveiller une Afrique qui refuse la résignation, qui veut conjuguer tradition et modernité pour bâtir un futur où la richesse sert le peuple et non l'inverse. Enfin, cette analyse, tout en soulignant les manquements et les scandales, se termine sur une note d'espoir et de responsabilité. Niamsi nous rappelle que chaque citoyen, chaque observateur et chaque acteur politique a un rôle à jouer dans la renaissance africaine. Le continent ne sera pas sauvé par les seuls dirigeants, mais par une société éveillée, consciente de sa valeur et de ses droits. Comme le dit un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. En d'autres termes, c'est en renforçant les fondations éthiques, en cultivant la vigilance et en faisant preuve de solidarité que l'Afrique pourra transformer les scandales de kleptocratie en tremplin vers une renaissance collective. Ainsi, l'affaire Mbalo, loin d'être une anecdote, devient un symbole, un miroir où l'Afrique peut se regarder avec lucidité et détermination. Franklin Niamsi, par son analyse, ne cherche pas seulement à dénoncer, il nous guide, tel un sage contemporain, vers une réflexion critique, vers un éveil collectif et vers l'édification d'un continent capable de conjuguer puissance, justice et sagesse. Chaque chiffre, chaque arrestation, chaque révélation est une leçon, et chaque leçon nous rapproche d'une Afrique plus responsable, plus lucide et plus digne.